13h06 sur RMC, l'heure de retrouver bien sûr Carrément Brunet avec Eric Brunet. Eric, on parle d'histoire aujourd'hui. Oui, on parle d'histoire. Il s'appelait Monsieur Pestel. J'avais 16-17 ans, je devais être en première terminale. J'étais un élève assez dissipé, pas très sérieux. Et Monsieur Pestel, il m'a fait aimer l'histoire, la géographie, et puis les cours, et puis l'école. Il m'a fait devenir sérieux en quelque sorte, Monsieur Pestel. Il était extraordinaire, il avait un costume Prince de Galles, sanglé, il était assez old school dans son look. Voilà, c'était au lycée Jules Verne, à Nantes, un lycée public, première et terminale. Je lui rends hommage parce que je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas croisé un jour Monsieur Pestel. Il était inattendu, iconoclaste, précis, sérieux, et en même temps, il vous racontait l'histoire en se déplaçant sur l'estrade comme ça et en vous faisant vivre les grands personnages, les grandes gloires de l'histoire nationale. Je ne sais pas si c'était la bonne façon de raconter l'histoire de France à un groupe de 30 élèves, mais en tout cas c'est celle qui, moi, m'a fait entrer en histoire, avec un petit H, parce que je ne suis pas un historien. Alors je suis un peu triste depuis quelques années, c'est vrai, parce que je me rends compte que l'histoire de France ne correspond plus à ces grands standards que j'ai connus. D'abord, il y a quelque temps, on l'a supprimé, l'histoire de certaines terminales, comme la terminale S. Voilà, l'histoire n'est plus enseignée en terminale S. Et puis surtout, et ça c'est plus grave pour moi, un certain nombre de pédagogues de l'éducation nationale ont estimé, il y a 20 ans, 30 ans, qu'il fallait privilégier, une espèce de l'approche thématique de l'histoire. Fini la chronologie, les dates, c'est pas important. Voilà. On va faire des grands thèmes, et on va aborder l'histoire par grands blots. Ça me paraît un peu bizarre d'abandonner l'apprentissage par cœur qui permettait tout simplement de donner des repères chronologiques aux élèves, voilà. Et puis, plus grave encore, je trouve que là où l'école d'autrefois, dans la grande tradition républicaine, Michelet, là où l'école d'autrefois parlait de nation, de patriotisme, d'assimilation, du moins c'est ce qu'il me semblait, à travers l'histoire contemporaine, la façon de la raconter d'aujourd'hui, on parle mondialisation, ouverture des frontières, droit à la différence, tout cela est important, il faut parler de la mondialisation bien sûr, mais j'ai un peu l'impression que ça s'est fait au détriment de notre histoire nationale. C'est pour ça que je suis triste. Je suis triste de découvrir qu'on n'apprend plus tellement Louis XIV, Napoléon Ier et des tas d'autres grandes figures de l'histoire nationale qui sont super enseignées hors de France. Hors de France, on en parle beaucoup, mais chez nous, pas tellement. La Première Guerre mondiale est présentée comme un engrenage diplomatique. Les batailles napoléoniennes, c'est fini. Voilà. Il y a un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, de profs d'histoire qui sont révoltés contre ça. Et il y a également un certain nombre d'enseignants qui disent qu'il est scandaleux que ces gens aient voix au chapitre parce qu'ils disent n'importe quoi. Alors, on va en parler tout de suite. Et je fais un appel d'ailleurs, je vous appelle de grâce, si vous êtes parents d'enfants, d'élèves qui sont au lycée, au collège, et si vous avez un regard précis sur la façon dont on leur apprend l'histoire, soyez sympa, appelez-moi au 3216 parce que je veux savoir. Je veux savoir quel est votre jugement de parents sur la façon dont on enseigne l'histoire à vos enfants. Après tout, l'histoire n'appartient à personne. Elle n'est pas le fait sacré des profs d'histoire, elle n'est pas le fait sacré des amoureux de l'histoire, ni de certains écrivains. Elle est à tout le monde, qu'on soit de gauche, de centre ou d'ailleurs. L'histoire, elle est à nous. Et nous avons tous le droit de parler de l'histoire et d'émettre des commentaires. Je le dis parce qu'il y a énormément de passion, de polémique en ce moment autour de ce sujet. J'étais un peu long, Camille. Non, c'était très bien. Vous étiez passionné. J'ai vu votre petit signe, vous m'avez trouvé un peu long. Dites-le. C'est pas grave, c'est pour l'histoire que je le fais. Et pour Monsieur Pestel, à Jules Verne, à Nantes, dans les années 80. Mon prof d'histoire. Allez Camille, de Brunet-Métry. C'est parti. Aujourd'hui, Eric, vous soutenez l'idée que l'école a ruiné l'enseignement de l'histoire. Alors, pour nous donner votre avis sur la question, c'est très simple. Vous participez au Brunet-Métry. Vous allez sur rmctalk.fr. Vous cliquez sur carrément d'accord avec Eric ou carrément pas d'accord d'ailleurs. C'est tous les jours pareil en fait votre truc. Oui, mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des... Voilà, non. Je suis sûre qu'il y a de nouveaux auditeurs qui viennent. Ah oui, venez bien participer, sûr. Venez participer. Vous votez aussi par SMS. Vous
Vous envoyez oui si vous êtes d'accord, non si vous n'êtes pas d'accord au 6 10 71. Donc je défends l'idée que l'école a dégradé, ruiné, abîmé l'enseignement de l'histoire, pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent un peu, qu'on va essayer de creuser, de déterminer. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Il doit y avoir des tas de parents qui disent mais non, la façon dont mon gamin ou dont ma fille apprend l'histoire au collège, au lycée est formidable. Donc encore une fois, partageons nos expériences et débattons franchement, sans acrimonie et sans méchanceté. Alors l'histoire de France a commencé au tout début. Au début, dans le préhistoire, t'avais des Cro-Magnons qui vivent dans des casernes, l'homme des casernes, voilà, et qui mangent des kebabs au mammouth. Après ils se laissent pousser la moustache comme ça, et ça devient des Gaulois. Un jour comme ça, il y en a un des Gaulois comme ça, il saute dans la rivière comme ça, parce qu'il voit un château sur la rive en face comme ça. Alors ses potes, il faut qu'est-ce que tu fais? Et lui, il fait moi, Moyen-Âge. Moyen-Âge, d'où le Moyen-Âge? Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Voilà les amis, je défends aujourd'hui l'idée que l'école a ruiné l'enseignement de l'histoire. C'est une position forte, on va en débattre amicalement, fraternellement à ce micro. Laurence Decoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof d'histoire-géographie au lycée et vous êtes prof de didactique de l'histoire à l'université. Alors, il y a une polémique qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui vous oppose, vous et un groupe de professeurs et d'enseignants, à un certain nombre d'auteurs de livres à succès, qu'on a vu fleurir au mois de septembre, et livres dans lesquels on lit en gros que les programmes d'histoire, ça va pas à l'école, qu'il n'y a plus de chronologie, qu'ils zappent des siècles entiers, et qu'ils enlèvent des pans très importants de notre histoire. Et je vous ai demandé d'être avec nous parce que vous avez réagi avec une certaine vigueur. Vous avez publié une tribune sur le site internet d'information Mediapart que j'ai lu et où vous dites non, ils se trompent complètement et c'est une insulte même à l'histoire que font ces auteurs. Expliquez-vous, Laurence Decoq. Alors d'abord, merci de me donner la parole parce que j'ai bien compris que j'allais porter une voix très très minoritaire dans le débat dans lequel vous avez assurément pas du tout. Mais pourquoi vous dites ça? Attendez, Laurence Decoq, attendez. C'est une émission. Non. C'est une émission où je prends parti tous les jours, mais les gens qui s'expriment plus que moi. Donc vous aurez tout le temps que vous voudrez. Et si vous voulez rester jusqu'à 14h, vous êtes avec nous, mon invité principal. Voilà, mais vous serez pas la seule à parler. Donc vous avez la parole. Alors, je ne vais pas utiliser les mêmes registres de langue que vous. Moi, je n'ai pas de discours catastrophiste, ruiné, etc. Tout ça n'appartient pas à mon discours lorsqu'on a une expertise sur l'enseignement de l'histoire. Quand vous parlez d'enseignement de l'histoire, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, en fait. Est-ce que vous parlez des programmes? Est-ce que vous parlez des manuels? Est-ce que vous parlez des pratiques de classe? Parce que les ouvrages dont il va être question dans cette émission sont des ouvrages qui sont essentiellement des critiques de manuels. Or, les manuels, tous les enseignants, y compris ceux qui vont certainement vous appeler, vous diront que ça ne correspond pas exactement à ce qui se fait dans les classes, et ce qui se fait dans les classes, on n'en sait malheureusement pas grand-chose. La deuxième chose, est-ce que vous parlez du primaire? Est-ce que vous parlez du collège? Est-ce que vous parlez du lycée? Parce que si vous parlez de l'école primaire, ça correspond exactement à vos attentes, monsieur. C'est-à-dire que c'est l'histoire des grands hommes, c'est l'histoire nationale, c'est tout ce qui apparemment vous fait vibrer, et les figures dont vous avez parlé, Napoléon Ier, Louis XIV, etc., sont très présentes sous une forme extrêmement classique dans l'école primaire. Maintenant, la question thématique, chronologique, je reviens là-dessus aussi. Je pense que Monsieur Pestel ne vous a pas non plus enseigné l'histoire dont vous parlez, l'histoire des grands hommes, etc. À moins que vous soyez très très vieux, puisque dans les années 80, c'était pas exactement cette histoire-là qu'on faisait. Et puis le débat thématique chronologique, si vous voulez, il date des années 30, donc tout ça n'est pas très nouveau. Moi j'ai étudié Clovis. Je sais qu'aujourd'hui Clovis on en parle moins. J'ai étudié dans le détail. Je me souviens la Seconde Guerre mondiale, c'était passionnant. On a parlé du Premier Empire, c'était stupéfiant, édifiant, et j'en conserve encore la mémoire. Mais je suis pas un abruti, c'est-à-dire que je n'ai pas pris là-dedans que tout ce qui était doré est rempli de crème chantilly. Vous voyez, c'était une histoire chronologique, intelligente, bien, qui replaçait Napoléon Ier dans le cadre du dispositif européen. On savait très bien qu'il y avait des batailles. Nous étions extrêmement, comment vous dire, j'étais pas dans une école privilégiée, on était en première, en terminale, et nous étions extrêmement conscients de ce qu'était
qu'était Napoléon. Il n'y avait pas de fascination obséquieuse pour l'homme, voyez-vous. Mais simplement, moi, je suis sorti de là en connaissant bien l'histoire de la Révolution, l'histoire du 19e siècle. Moi qui ne connaissais pas grand-chose avant, et voilà. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et j'ai des enfants plus jeunes, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sortent pas avec un bagage équivalent. J'essaie d'être lucide. Je sais bien qu'à 18 ans, j'étais pas un prix Nobel, mais j'ai le droit de faire des comparatifs. C'est quand même pas indécent de dire. Mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Nous, ce qu'on critique, c'est la vision unilatérale des choses et le fait qu'on n'ait pas de droit de parole. Vous êtes l'un des rares médias à nous le donner. Alors maintenant, je poursuis. Vos enfants ne sortent pas avec le même bagage que vous, mais heureusement, monsieur, ils sortent avec un autre bagage. Et la question, c'est lequel? Parce que ce qui varie le plus, ce sont les finalités de l'enseignement de l'histoire. Au fond, à quoi ça sert l'enseignement de l'histoire? On peut dire, ça sert à faire rêver, ça sert à faire vibrer, d'accord, très bien. On peut aussi dire, ça sert à l'apprentissage d'une citoyenneté critique, d'une grille de lecture du monde contemporain. Alors Louis XIV, c'est sans doute très intéressant, et on l'étudie d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi faut-il l'étudier aujourd'hui? Pour ces grandes batailles? Pour le sentiment national? Ou par exemple pour avoir une grille de lecture du pouvoir personnel? Qu'est-ce qui est le plus important? Vous voyez, c'est toutes les finalités qui changent. C'est très subjectif et très politique de dire je souhaite qu'on étudie Louis XIV pour telle chose ou pour telle autre. C'est déjà un choix idéologique extrêmement fort. Les invités que vous avez à votre table, les invités que vous avez à votre table ont une position très idéologique. La seule différence, c'est qu'ils ne l'affirment pas. Il est impossible de ne pas avoir de pensée politique sur l'histoire. Quand on dit il faut réhabiliter les grands hommes pour réhabiliter le patriotisme... Non mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut pas enseigner Napoléon, uniquement le Napoléon qui est détestable, c'est-à-dire celui que la société actuelle n'aime pas, qui a remis sur pied l'esclavage en 1802, il me semble, mais qu'il faut au contraire enseigner tout le Napoléon, l'universel. Il est multiple, Napoléon. Et moi j'ai peur que quand on choisit, quand il y a quelque part dans des IUFM, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas quelque part des pédagogues qui disent on va refabriquer, reconceptualiser l'enseignement de l'histoire, je me dis quelque part il y a un type qui va dire non mais Louis XIV cet aspect-là on s'en fiche, etc. C'est la gloire nationale. Comme en France on a quand même une faveur, enfin on en aime bien on a une espèce de relation quasiment masochiste à notre histoire. Je me dis il y a forcément quelque part quelqu'un qui va nous dire que oh là là Louis XIV très mauvais roi, oh là là Napoléon Ier quel tyran, oh là là les Français pendant la Seconde Guerre mondiale, des collaborationnistes hors pair, et puis des grands colonialistes. Et donc je me dis que cette histoire-là, même si elle est vraie, il faut pas oublier l'autre, quoi. Et moi, j'ai peut-être une impression pour vous, mais j'ai l'impression qu'on glisse vers cela et qu'on oublie, c'est vrai, l'histoire factuelle, qui n'était pas que dépréciative, que noire. Sur l'enseignement de l'histoire ne se base pas sur des impressions. Qu'est-ce que vous appelez un pédagogue? Parce que si il y a un enseignant qui n'est pas pédagogue, c'est quand même un problème. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'une vision masochiste de l'histoire? Sur quoi vous basez-vous? Sur quels travaux? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'on se frotte tous les matins en se réveillant parce qu'on vit dans ce pays-là? Je suis un citoyen. On est dans de la discussion de bistrot, non, là, monsieur Brunet. On n'est pas dans la discussion de professionnels. Oui, attendez, je vous entends, mais vous savez, quand un citoyen va voter, il se fonde sur des sentiments, sur des impressions. Et quand un citoyen donne son opinion sur un sujet, il se fonde aussi sur un certain nombre d'éléments objectifs, subjectifs, qui est autour de lui, qui lui donne le droit de dire, je pense que la façon dont on enseigne l'histoire ne correspond pas à celle que moi, citoyen, je souhaiterais qu'on utilise. C'est tout. Moi, je trouve vous avez raison, je suis pas un universitaire, mais faut-il laisser l'histoire de France aux seuls universitaires? Je suis pas certain. Je ne suis pas un professionnel de l'histoire. Je ne suis pas un professionnel de l'histoire, mais ça m'empêche pas de vous donner mon opinion sur la façon dont l'histoire glisse. Bon. Je l'entends, mais vous savez, l'opinion, ça se fabrique aussi avec les outils qui sont mis en partage dans l'espace public. Et les outils, il faut aller les piocher un petit peu partout, pas simplement lorsqu'il y a tout à coup une mode éditoriale avec un discours catastrophiste. Justement. Laurence Decoq, restez avec nous parce que votre grand ennemi, Dimitri Casali, est là. Il est spécialiste de Napoléon, vous le savez. Il est historien. Il a publié une trentaine de livres. Il n'est pas du tout spécialiste de Napoléon. Vous n'êtes pas spécialiste de Napoléon, Dimitri. Et vous avez publié l'histoire de France interdite. Pourquoi ne sommes-nous plus fiers de notre histoire chez Jean-Claude Lattès? C'est la raison de votre venue. Vous êtes un de ces 3 écrivains, auteurs qui publient en cette rentrée un livre qui conteste en gros la façon dont on enseigne l'histoire de France à nos mômes, à nos collégiens, nos lycéens. Pour ceux qui vous connaissent pas, c'est quoi la thèse de votre livre?
En 2 mots, je pense... enfin, tout d'abord, j'aimerais quand même dire que je ne connais pas cette dame là qui passe. On vient de m'apprendre qu'elle passait son temps à me traiter de fasciste sur les sites internet. C'est absolument hallucinant parce que je pourrais l'attaquer en diffamation, mais je ne le ferai pas. Parce que, comme vient d'écrire Jean Tullard, vient de me l'écrire dernièrement à la sortie de mon disque, je pense que l'indifférence... Le mépris est pire que l'indifférence, ça c'est évident. Et la question est simple. Vous êtes soutenu par ce grand historien Jean Tullard ? Et bien sûr. Et puis à la fin de ce livre, donc j'ai Emmanuel Leroy-Ladurie, Robert Badinter. Les gens vont pas comprendre. Faites-moi simple. Pourquoi l'histoire ? Il y a une histoire de France interdite. Pourquoi est-ce que vous dites que aujourd'hui l'éducation nationale, l'école, quand elle apprend l'histoire à nos mômes, à nos enfants, oublie des pans entiers ? Et vous nous dites en gros que c'est pas un oubli, que volontairement elle tronque. C'est ça, je peux dire tronquer selon vous, oui. Tout à fait. Elle tronque elle truque alors des pans entiers de l'histoire. Expliquez-moi, je veux comprendre. Depuis une vingtaine d'années, il y a une lecture uniquement culpabilisante de l'histoire de France. C'est-à-dire nos enfants, je m'adresse essentiellement, surtout aux enfants du collège, des enfants de 10, 11, 12 ans, qui ne comprennent rien à l'histoire. On leur apprend systématiquement que les Français étaient d'horribles colonialistes au 19e, d'infâmes esclavagistes au 18e et des collaborateurs au 20e siècle. Ce qui est vraiment faux et vraiment une vision partielle de l'histoire de France, parce que l'histoire de France c'est aussi autre chose. Moi-même, je suis Dimitri Casali, donc d'origine étrangère, immigré, et c'est l'école républicaine qui m'a intégré. C'est grâce à l'école de la République que je suis devenu ce que je suis, et je suis fier justement de dire que l'histoire de France c'est un... Moi je connais qu'un seul de vos livres, Dimitri Casali, que j'ai reçu il y a quelques années, qui était ces grands immigrés qui ont fait l'histoire. C'est ça. Voilà, les grands immigrés qui ont fait la France. Et voilà. Et aujourd'hui, cette dame là oublie un message essentiel de l'école républicaine, c'est que les enfants sont pas des universitaires, contrairement à ce qu'elle pense. Surtout des enfants de 10, 11 ans qui n'ont strictement aucun repère, aucun code. Et aujourd'hui, le désastre est patent puisque 37% de ces enfants ne se sentent pas français. 37% des enfants d'origine étrangère ne se sentent pas français. Donc c'est absolument une catastrophe, une faillite de l'école républicaine. Et je m'interroge. Je me suis interrogé dans ce livre, l'histoire de France interdite, et il se trouve qu'effectivement... Bon, Dimitri Casali, j'ai compris. Oui, je vous donne juste la parole tout de suite, Laurence Decoq. Avant, Dimitri Casali, donnez-moi 2 ou 3 exemples. J'ai lu un article dans Le Parisien il y a 2 ou 3 jours. Donnez-moi 2 ou 3 exemples de choses qui vous paraissent avoir disparu de l'enseignement et qui n'auraient pas dû, selon vous, disparaître. Des personnages comme Clovis, Saint-Louis ont purement été supprimés des programmes du collège. J'appelle tous les Français, regardez un manuel de 6e ou de 5e, vous verrez, vous ne trouverez ni de traces de Clovis, ni de Saint-Louis. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument gommer, édulcorer les racines chrétiennes de notre histoire. Parce que Clovis, c'est le premier roi de France. On dit que sa conversion, sa conversion au catholicisme fait de lui le premier roi de France. C'est ça, dans l'histoire. Bien sûr. Et puis le général de Gaulle encore avait pouvait affirmer. Pour moi, l'histoire de France commence avec le règne de Clovis, qui était roi des Francs. Et le mot France, on s'interroge. Si elle est si bonne professeure que ça, le mot France, ça vient d'où ? Ça vient de Clovis, roi des Francs, tout simplement. Donc il faut revenir au récit, à la chronologie, puisqu'il n'y a plus aucune chronologie aujourd'hui. Beaucoup de gens doivent vous dire, oui, mais la France est multiple, la France est aujourd'hui 6 millions de musulmans. Est-ce qu'on peut continuer, ou plus, de musulmans qui viennent du monde arabe ou qui viennent du monde africain, et ces migrants-là, qui sont désormais français, est-ce qu'on peut continuer à leur raconter, je vais dire un gros mot, le roman national, comme on le faisait au 19e. Bien sûr. Peut-être que finalement, c'est à cette exigence nouvelle que les gens qui travaillent au ministère de l'Éducation nationale veulent répondre sans méchanceté. Alors 2 choses, comme vous l'avez dit, j'ai écrit Les grands immigrés qui ont fait la France, donc je pense que justement l'histoire de France est tellement riche, tellement diverse, qu'elle est capable de fédérer toute cette diversité dont je suis très fier, si fier, mais il y a tous ces immigrés qui ont fait la France, Félix Eboué, Gaston Monerville, le Bachaga Walam, ont versé leur sang pour la France. Voilà sur quoi il faut insister. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, effectivement, on a une vision binaire aujourd'hui dans les manuels, ou avec une vision entre une histoire uniquement faite par les oppresseurs et dites-moi, par les oppressés. Je crois que c'est dans votre livre, j'ai lu, je pense que c'est vous qui avez écrit ça, que ce joueur de football italien Balotelli, qui est d'origine africaine, qui est noir, a dit un jour, je suis fier d'être italien, et vous sembliez dire, on pourrait pas imaginer la même chose
choses en France en attribuant ça au cursus, à la façon dont on enseigne l'histoire. Vous êtes sérieux? Non, je vois pas Franck Ribéry ou Samir Nasri dire je suis fier d'être français. Et parce que dans mon livre, c'est lié au cours d'histoire, ça vous croyez? Bien sûr, la crise morale que traverse la France vient justement de ce manque d'histoire. Les Français sont absolument perdus. 71% des Français ne croient pas en l'avenir de leur pays, selon les sources PISA. C'est absolument effrayant. Nous sommes le pays le plus pessimiste au monde. Ça, tous les sondages le disent. Donc ça vient d'où? Ça vient justement de ce vide, puisqu'aujourd'hui, oser dire que j'admire Napoléon à la télé ou à la radio, maintenant, je me fais traiter de fasciste pour ça. Vous vous rendez compte jusqu'où il y a vraiment une chape de plomb stalinienne, il y a un terrorisme intellectuel dont cette dame est une des représentantes, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Et je vous l'ai dit, elle est professeure d'histoire-géographie. Et voilà, alors il s'insinue, c'est les nouveaux... professeur de didactique de l'histoire à l'université. Laurence Decoq va répondre. Laurence Decoq. Restez convenable, mesdames, messieurs. J'ai retenu mon souffle. Alors, premièrement, si vous trouvez un texte, puisque vous savez qu'un historien, vous êtes un grand historien qui travaille sur les sources et il les croise. Donc, si vous trouvez un texte qui vous traite de fasciste, surtout, faites-le moi savoir. Deuxièmement, je ne sais pas qui est ce on dont vous parlez, qui a l'air vraiment très très dangereux. Ça doit être un très très grand ennemi de la France. C'est qui le on qui montre une vision masochiste de la France? Eh bien, ce sont les grands Manitou de l'éducation nationale. Les grands Manitou, je ne sais pas de qui vous parlez. Monsieur Wirth, monsieur Laurent Wirth, si vous voulez, je peux citer des noms. Monsieur Brunet, je peux parler? Allez-y, Laurence Decoq. Je serais ravie d'avoir tout le pouvoir que vous assignez au professeur d'histoire-géographie. Franchement, j'en serais ravie. Mais vous avez des rêves d'enfant, monsieur Casali. Nous ne sommes pas Merlin l'Enchanteur, c'est pas nous qui transformons le monde. Donc moi, j'ai été professeur en zone d'éducation prioritaire. Je ne m'adresse pas au lycée, aux lycéens, c'est terminé, ni à des universitaires. Troisième chose, je ne sais pas ce que vous baragouinez, ce que je précise aux auditeurs que je ne suis pas en face de vous. Troisième chose, je ne sais pas non plus sur quoi vous basez vos chiffres que vous assénez comme des vérités, parce que dans vos ouvrages, il n'y a aucun appel de notes, donc on ne peut pas du tout savoir d'où ça vient. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable enquête en préparation à partir de 6000 questionnaires sur ce que savent véritablement les enfants de tous âges, et que je pense que quand vous en lirez les conclusions, si jamais vous prenez le temps de le faire, vos ouvrages risquent de ne plus avoir beaucoup de succès, sauf si vous changez complètement de perspective. Dernière chose, les grands immigrés qui ont fait la France, les grands hommes qui ont fait la France, les grandes femmes qui ont fait la France, tous ces grands, ce ne sont pas forcément des exemples significatifs pour les futurs citoyens de demain. Moi, ce qui m'intéresse... Mais on s'en fiche de l'exemplarité, Laurence Decoq, on s'en fiche de l'exemplarité. Hitler n'est pas exemplaire, mais ma foi, il faut l'étudier. Mais personne ne dit qu'il ne faut pas étudier. Ah bon, on est d'accord. La question, c'est qu'il faut aussi parler... Ça ne vous fait pas rêver, les grandes luttes sociales, par exemple? Ça vous fait rêver, les révolutions? Moi, j'ai étudié que ça. Vous êtes obligé de mettre des grands noms sur les révolutionnaires? Ou alors, est-ce que c'est aussi le processus qui peut animer les élèves, qui peut les faire rêver? Moi aussi, je raconte. Peut-être que je suis effectivement une grande professeure. Après tout, quand savez-vous, monsieur Casali, depuis combien de temps n'enseignez-vous plus? Oui. Ça me fait rire, ça me fait doucement sourire. Allez, les amis. Non, ça vous fait pas rire, ça vous énerve beaucoup, et c'est le but. Bon, Laurence Decoq, vous êtes libre de rester avec nous, Dimitri Casali aussi, mais il est 13h31 et on fait une petite pause et un petit point sur le Brunémétrie tous les jours à 13h31 avec Camille Dahan. Camille. Aujourd'hui, Eric, vous soutenez l'idée que l'école a ruiné l'enseignement de l'histoire. Eh bien, vous êtes 80... me ruiner est un peu excessif, je déteste l'excès. J'assumerais plutôt abîmer, dégrader. Vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, Eric. Bah si, je vais jusqu'au bout. L'école a dégradé l'enseignement de l'histoire, c'est bien quand même. D'accord. Bon, peu importe. En tout cas, vous êtes 89% à être d'accord avec Eric pour l'instant. Continuez de voter. rmctalk.fr par SMS. Non mais c'est ce que je disais à Laurence Decoq. Il y a les faits et après il y a la perception. Et la perception, c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir entendre. Donc, si vous voulez bien, monsieur, mesdames et messieurs, la visite de la basilique va commencer. Donc, la basilique fut créée 300 ans avant Jésus-Christ par les catholiques musulmans. Vous pouvez remarquer sur votre droite une voûte, dite voûte plantaire, qui n'est pas sans rappeler le centre commercial Villiers-Iveux, car il a été construit à la même époque. Réagissez en direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet.
Il s'appelle Dimitri Casali, mais il s'appelle aussi Laurent Wetzel, il s'appelle Vincent Badré. Ce sont en général d'anciens profs d'histoire, et ils publient des livres dans lesquels ils disent, en cette rentrée de septembre, ça va plus du tout. L'enseignement de l'histoire, géographie, particulièrement au collège et au lycée, ça ne va plus du tout. Voilà. Et je suis d'accord. Excusez-moi, les amis, je suis d'accord. C'est une de mes passions, l'histoire. Hein. Je vous en parle pas souvent, mais c'est une de mes passions, et j'estime que l'école a ruiné l'enseignement de l'histoire. Et vous votez sur rmctalk.fr. Êtes-vous d'accord avec moi? L'école a ruiné l'enseignement de l'histoire. Ou si vous n'êtes pas d'accord, vous votez carrément non. Voilà. Mon invité aujourd'hui, c'est Dimitri Casali. Il publie chez Jean-Claude Lattès le livre suivant, L'histoire de France interdite. Pourquoi ne sommes-nous plus fiers de notre histoire? Voilà. C'est un des trois mousquetaires de l'histoire. J'étais à l'instant avec Laurence Decoq, prof d'histoire géo, qui n'était pas du tout d'accord avec lui. Dans un petit instant, Hubert Tison, secrétaire général de l'association des professeurs d'histoire géo, nous donnera son avis. Mais d'abord, vous, les amis, vous êtes très nombreux. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Vous êtes très très nombreux. M'appeler au 3216 pour réagir. Je commence, on va dans le Tarn-et-Garonne avec Shaima, 17 ans. Bonjour Shaima. Bonjour Monsieur Brunet. Alors vous, Shaima, vous n'êtes pas d'accord avec moi? L'histoire, ça va? L'enseignement de l'histoire aujourd'hui, ça va? Ça vous plaît? C'est cohérent? Oui, réellement. Pourquoi? Je pense parce que voilà, c'est bien beau de faire des grandes théories, c'est bien beau tout ça, mais le problème c'est est-ce que cet enseignement d'histoire capte les élèves? Et moi, je peux vous dire à l'heure actuelle que l'enseignement d'histoire qui n'est plus chronologique, qui n'est plus date par date, qui est plus dans un approfondissement des pensées, comme par exemple la terreur qu'il y a eu par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que là, on se rend réellement compte de ce qui se passait. Ce n'est plus des dates vagues et voilà, telle date il y a eu ceci, telle date il y a eu cela. Ça, c'est un enseignement beaucoup plus large et qui nous fait comprendre beaucoup mieux les choses. Mais oui, mais comment, Shaima, comment vous pouvez alors retranscrire les choses dans la continuité? C'est très important de savoir que après Napoléon III, il y a eu la Commune de Paris. Vous savez même pas, Shaima, à quelle année se trouve la Commune de Paris? Comment construire des savoirs quand on n'est pas capable, quand on pense que le Front populaire c'est avant la Révolution française, vous voyez? C'est compliqué. Il y a besoin quand même de connaître ce continuum magnifique qu'est l'histoire de France, non? Moi, malheureusement, je pense que l'histoire, à l'heure actuelle, elle nous aide à ne plus reproduire les mêmes erreurs que le passé. Alors, les dates, franchement, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Moi, ce que je veux savoir, c'est les faits, ce qui s'est passé, ce qui a été voté, ce qui a changé en France pendant la continuité. Mais je suis d'accord, d'accord, Shaima, d'accord avec vous, mais moi je veux savoir les deux. Les dates et ce qui s'est passé, bien sûr, pour avoir un regard critique, mais les deux. On en a des dates, on en a beaucoup, on nous en donne des dates en cours. Mais effectivement. Dimitri Casali veut réagir là. La chronologie est quand même la grammaire de l'histoire. S'il n'y a pas de chronologie, on ne peut pas faire d'histoire. C'est-à-dire que la suppression de la chronologie dans les derniers programmes scolaires a apporté une perte de la profondeur du temps pour l'élève. C'est-à-dire que pour les enfants de 10, 11, 12 ans, ils confondent tout dans un flou artistique. Ça a carrément un rétrécissement de leur imaginaire historique. C'est terrible. Et ils ne savent plus à quel siècle vivait Jeanne d'Arc et à quel siècle vivait Napoléon. Et pour en revenir à Napoléon, il faut que cette histoire de France que le monde entier nous envie. C'est ça, il faut voir. Nous sommes la première destination touristique au monde, 80 millions de visiteurs chaque année. C'est pas lié à Napoléon. Ça vient de notre histoire. Il y a 8 millions de visiteurs pour Versailles chaque année, 1 million de visiteurs pour les Invalides. Qu'est-ce qu'ils viennent voir? Ils viennent voir Versailles et les Invalides, les étrangers, donc admis en notre histoire. Ce qui est marrant, c'est que alors que nous, on n'enseigne plus Napoléon au collège, il faut le dire quand même, au collège, au lycée, ou quasiment plus du tout. Pour certains profs qui d'ici en parlent un tout petit peu pendant une demi-heure, mais bon, on survole. On survole. Et pendant ce temps, c'est toujours une icône dans les programmes d'histoire britanniques, espagnols, allemands. Eh ben justement, les Britanniques dernièrement m'ont engagé comme conseiller scientifique sur un jeu vidéo de stratégie sur PC qui s'appelle Napoleon Total War. Ils l'ont vendu à 7 millions d'exemplaires à travers le monde, au Japon, en Amérique latine, partout. Donc, grâce à ces 7 millions d'exemplaires vendus, la boîte qui s'appelle Creative Assembly a pu créer 50 emplois. En Angleterre. En Angleterre. Voilà. Les Anglais ont créé, Napoléon a ça aurait marché quand même en France, si on avait proposé ça en France. Ah ben non, pas du tout, puisqu'il y a 5-6 ans, je me souviens, j'ai une grande boîte éducative, une grande maison d'édition éducative, j'ai proposé la même idée, et on m'a dit, pas question de faire un jeu vidéo sur Napoléon, c'est un tel dictateur. Alain m'appelle de Seine-et-Marne où il est commercial. Alain, 32 ans, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous votez sur le brunémétrie, Alain? L'école a ruiné l'enseignement, d'accord avec moi ou pas? L'enseignement de l'histoire. Mais complètement d'accord avec vous, puis je suis complètement atterré. Ouais. J'écoute depuis tout à l'heure ce que vous êtes en train de dire.
Donc la dame m'a un peu, mis un peu hors de moi. 32 ans, bon, c'est pas très très vieux, hein, vous allez me dire. Ça fait quand même quelques années que je suis sorti de l'école. Mais déjà, à mon époque, on avait oublié quelques points de l'histoire et franchement, on nous donnait pas du tout envie de s'intéresser à l'histoire. Vous vous souvenez ce qu'on avait oublié dans vos cours à vous, par exemple, qu'on avait mis de côté? Ah bah oui, ça totalement. Hein. Le Saint-Louis, on l'a fait à l'époque, c'était je crois juste avant Noël, donc on s'en foutait un peu, c'était pas grave, c'était fini. Et il y avait plein de choses comme ça. Bon, après, il y a des choses qu'on ne parle même pas. Donc, la période coloniale, on n'en parle même pas. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, ça fait rien. Ça, c'est des choses qui passent autre chose. Ça passe au-dessus de tout le monde, mais c'est pas grave. Après, il y a aussi un autre point quand même. Il faut un peu se demander pourquoi l'histoire de France n'intéresse plus personne. Ouais. La période coloniale, on n'en parle pas pour c'est complètement débile, pour pas gêner les gens. C'est absurde. Au contraire, il faut parler de tout. On est tout à fait d'accord. Alors, on parle pas de ça. Dès qu'on commence à parler de la Seconde Guerre mondiale, non, il faut pas en parler parce que ça va choquer des gens, une certaine partie de la population, parce que on va dire non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé. Ça, c'est encore un point. Et puis voilà, il y a une nouvelle génération qui est arrivée en France et malheureusement ils ne se sentent pas français, mais pas du tout, ils sont pas du tout attachés à la France. Alain, vous pensez que l'histoire de France c'est une façon de faire adhérer au projet national des gens qui sont des jeunes Français qui viennent d'arriver? C'est plus du tout leur histoire pour eux. Ils s'en foutent. C'est plus du tout leur histoire. Pour eux, la France, c'est un pays chez qui ils vivent. Point barre. Mais regardez aux États-Unis, les jeunes migrants qui viennent par exemple d'Europe centrale, qui sont arrivés il y a 30 ou 40 ans, l'histoire des États-Unis c'est la leur, ils se la sont appropriée. Mais ils arrivent pourquoi là-bas? Comment ils peuvent arriver là-bas? Expliquez-moi comment ils font pour arriver là-bas. Malheureusement, quand vous allez aux États-Unis, d'accord, vous arrivez là-bas, je peux vous dire qu'au bout d'un an, les gens ils parlent français complètement. Américain, anglais. Ils parlent donc anglais. Ils s'intéressent à la vie américaine, d'accord. Ils sont éduqués façon américaine, mais ils sont aussi attachés à leurs racines. Mais ils ne renient pas les racines américaines. Ouais. Chez nous, c'est totalement différent. Chez nous, les cours d'éducation civique, ça n'existe plus. Alors on sait plus c'est quoi un député, on sait pas c'est quoi un sénateur, on connaît même plus la Marseillaise, et quand on la chante, on lui crache dessus. Alain a tout à fait raison, je suis ravi d'entendre ça. C'est vrai que l'histoire est la base de notre vivre ensemble. Comment voulez-vous vivre ensemble si vous ne connaissez pas les modes de représentation, les codes, les repères d'un pays, du pays où vous vivez, où vous payez vos impôts? J'ai l'impression, je me trompe, vous allez être d'accord avec moi, Dimitri Casali, j'ai l'impression justement, pour rebondir sur ce que vous dites, que nos codes et nos repères, on les efface pour pas vexer pour pas frustrer les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrés. Vous croyez à ce scénario? Pendant 200 ans, ça a été vraiment le symbole. Je vous parlais de Gaston Monerville, parce qu'on est en train de dessiner une France sans repères, sans code de représentation, alors que quand on arrive aux États-Unis, Alain a parfaitement raison, il y a un serment d'allégeance qui doit être prêté par l'immigré, justement, aux idéaux de l'Amérique. Son histoire. En Angleterre, c'est la même chose, au Royaume-Uni. Alors, en Angleterre, ils doivent prêter un serment d'allégeance à la couronne britannique, c'est quand même hallucinant. Ouais. Et c'est pour ça, d'où leur force, leur cohésion et ça leur donne la force de gagner des positions économiques dans le monde mondialisé dans lequel nous vivons. Alors il y a François Mali qui est au téléphone avec nous. Bonjour François Mali. Bonjour. Vous êtes journaliste, reporter au Point, et vous avez publié, dans le secret des archives britanniques, l'histoire de France vue par les Anglais, chez Calman Levy. Est-ce que les Anglais ont le même regard sur notre histoire que nous? Et est-ce que leur regard évolue un petit peu parallèlement au nôtre? Ah ben non, évidemment, ils n'ont pas le même regard. Ils ont le regard d'insulaire, souvent désolé pour notre histoire, mais j'ai entendu beaucoup de choses. Là, je dois dire que l'histoire, elle a toujours été instrumentalisée. On le voit, par exemple, pas seulement dans l'enseignement, mais à travers les lois mémorielles, par exemple, ou le rôle positif de la colonisation, toutes choses votées par les assemblées. Moi, quand j'étais au lycée, quand j'ai passé mon bac, on s'arrêtait à la montée du fascisme en Italie. Il n'était pas question, mais alors absolument pas question, d'entamer la Seconde Guerre mondiale et encore moins la décolonisation. Et quand on examine les archives, il faut bien dire que notre histoire de France récente, c'est l'histoire de France d'un pays qui a perdu quand même. Il a perdu la Seconde Guerre mondiale, c'est pas très très glorieux. Les Anglais ont gagné, alors que les Britanniques ont vaincu. Les Britanniques ont tout gagné, leur décolonisation s'est relativement bien passée quand la nôtre a été une véritable catastrophe. Et dans les archives, on le voit bien. Attendez François, je suis obligé de vous interrompre pour comprendre. Vous êtes en train de me dire que vous parlez de notre histoire ou de notre lecture de notre propre histoire.
C'est-à-dire que vous... Non, mais nous lisons forcément, il est très très difficile de raconter l'histoire de France des 70 dernières années. Les 40 dernières années ne sont d'abord pas très excitantes, c'est la construction de l'Europe, et les 40 années qui précèdent sont des années, malheureusement, de défaite française. Oui, d'accord. La guerre, la décolonisation, ça se complique, parce qu'une bonne partie des enfants à qui on doit apprendre cette histoire sont des enfants de cette décolonisation, qu'ils soient issus de l'immigration ou qu'ils soient fils de ceux qui ont fils et filles de ceux qui ont combattu dans ces pays. Donc c'est un énorme problème. Alors là, vous me dites, ok, c'est notre histoire de France qui est malheureusement, contrairement à celle de nos voisins britanniques, moins exaltante dans les dernières décennies que la. Bon, d'accord. Moins glorieuse. Alors, d'accord, ensuite, j'entends. Il y a autre chose. Parlez-moi des profs et de la façon politique que nous avons choisi de la raconter. Est-ce qu'elle est pour vous, est-ce qu'elle a un côté idéologique ou simplement naïf, républicain ou pas? Elle l'a toujours été idéologique. Il y avait des chapitres qu'on n'abordait pas. Par contre, on abordait Napoléon sans peine, mais aujourd'hui, il y a un autre problème. Nous avons quitté, les jeunes, ceux à qui on doit apprendre l'histoire, ont quitté l'époque du tragique. Donc, il y a une énorme complexité à faire comprendre qu'on pouvait, dans une bataille, perdre 5000 ou 10 000 hommes, qu'on pouvait mourir d'une infection, que bref, les conditions sanitaires d'un pays comme la France dans les années 50, on publie dans le livre Le Tour de France d'un ambassadeur dans les années 50. La France est ruinée, ravagée. C'est à la limite inimaginable dans le monde aujourd'hui de Facebook et des téléphones portables. Il y a un problème de perception de cette histoire, de la dureté de cette histoire, qui fait que, évidemment, c'est un des autres facteurs. Raconter la décolonisation aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les quelques films ou les quelques débats qu'il y a sur le sujet, on voit que c'est tout de suite extrêmement chaud, extrêmement problématique. Donc, voilà, on a bien du mal à raconter cette histoire qui, effectivement, pour le dernier siècle, le seul moment, et on verra bien en 2014 que ça donnera, le dernier moment de grande unité nationale non contestée, c'est le premier conflit mondial. Mais ça prouve quand même qu'il faut remonter loin. Après, notre histoire, elle est plutôt négative, il faut quand même le dire. Alors, François Mali, sur cette question qui nous taraude aujourd'hui, autour de laquelle nous débattons tous avec une certaine fermeté dans la première partie d'émission d'ailleurs, est-ce que vous pensez, comme moi, que c'est l'école qui a contribué à ruiner l'enseignement de l'histoire en lui donnant une orientation idéologique, en voulant que l'histoire de France ressemble à la France de 2012, quitte à oublier des pans entiers de l'histoire, quitte à zapper Napoléon, Louis XIV, etc. Moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je pense. Non. Je crois qu'on peut pas isoler l'école, et d'ailleurs, c'est une très mauvaise tendance depuis 10 ou 15 ans de ne cesser de dire du mal de l'école, qui est quand même l'endroit où nos enfants passent le plus de temps après leur famille. Donc il faut avoir un peu de respect. On parle de l'enseignement de l'histoire. On parle des manuels d'histoire, là. Non, je pense que c'est la société dans son ensemble. L'éducation n'est jamais qu'un reflet de la société qui ne veut pas entendre parler de certaines choses, ou qui veut en entendre une vision tout à fait romancée. Moi, écoutez, j'avais une dizaine d'années dans la décennie des années 60 où la France était résistante. Elle avait été résistante. Puis j'ai eu 25 ans dans les années 78-80 où tous les Français étaient collaborateurs. On voit bien que la société, les historiens, ou en fonction des idéologies dominantes, l'histoire, elle évolue. Et quelque part, c'est souhaitable. Il y a aussi les nouvelles sources, les nouvelles archives, le regard des autres. Mais il est très difficile de vendre une histoire qui n'est pas glorieuse. Ça, c'est la première chose. Et il est très difficile de la vendre aussi à des gens qui n'ont pas les mêmes conceptions de la souffrance. Oui, juste un mot, c'est vrai que... Non, c'est bon. Merci beaucoup, François Mali, journaliste au Point, qui publie dans le secret des archives britanniques l'histoire de France vue par les Anglais. Je voulais votre regard, c'est adorable d'être venu quelques instants dans Carrément Brunet. Camille, il est 13h49, le Brunet-Métrie. Est-ce qu'on est toujours sur du 90-10 à peu près? 90. Vous êtes 90% à être d'accord avec Eric et à penser que l'école a ruiné l'enseignement de l'histoire. Voilà, continuez de voter rmctalk.fr et par SMS, oui ou non au 61071. Dans un instant, Dimitri Casali et Hubert Tison. 32 16 touche 1, réagissez en direct sur RMC. Les mails, je vais commencer avec Alain qui nous écrit, il nous dit: Eric, sortez de votre studio, venez à 120 km de Paris, en Champagne bourguignonne, et vous verrez, je vous amènerai à l'école de Villeneuve-sur-Yonne ou de Saint-Julien-du-Sault, et vous verrez comment les enfants apprennent l'histoire. On les emmène au musée de la ville, à l'église, où on leur montre l'orgue de 1568 et d'autres choses, et tout au long de l'année scolaire, on prépare la fête médiévale où on leur apprend le passé, donc l'histoire. L'histoire, ce n'est pas que les grands hommes, c'est aussi le
quotidien. Voilà. C'est vrai. François, lui, nous écrit de Nantes, votre ville, Eric. Il nous dit, cher monsieur Brunet, j'ai 23 ans et je suis étudiant en droit dans notre belle ville de Nantes. J'ai donc passé mon collège-lycée il y a encore peu et je peux vous assurer que l'histoire avait totalement sa place dans les programmes. Certes, l'enseignement n'est plus chronologique, mais je pense que ce genre de matière est essentiellement fondé sur ce que le professeur est capable d'en extraire au profit de ses élèves. J'ai eu pour ma part d'excellents professeurs d'histoire et je suis donc carrément pas d'accord avec vous. Une fois n'est pas coutume. Je vais continuer avec Annie. Elle nous écrit de Saint-Denis d'Oléron. Elle nous dit absolument d'accord. C'est lamentable d'ignorer l'histoire de France. Comment comprendre l'articulation des événements de notre pays? Une échelle chronologique doit être présentée aux élèves avant la majeure partie des cours et quels que soient les cours. C'est de l'aberration totale à moins que l'on souhaite avoir des citoyens complètement ignares. Et puis Max de Troyes nous dit mais qui a supprimé l'histoire en terminale S? Je crois bien que c'est Luc Châtel sous Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas? Il a bien raison, ce garçon. Il a bien raison. Alors je dirais aujourd'hui, ouf, monsieur Payon, merci d'être là et de remettre l'histoire avec un grand H dans le droit chemin. Laurent, lui de Paris, nous dit on a remplacé Louis XIV par l'histoire de l'empire Monomotapa qui n'aurait compté que 5000 habitants dans le sud Bénin actuel. On a remplacé, oui, tout à fait, on va en parler avec Dimitri il nous dit Casali. franchement, même au Bénin, il n'utilise pas cela autant qu'ici. Voilà, continuez de voter rmctalk.fr et par SMS au 6 10 71. RMC jusqu'à 14h, carrément Brunet. Pour ou contre Brunet? Prenez parti. Voilà, toute cette semaine, vous savez, à l'occasion du mondial de l'automobile, vous gagnez une Chevrolet Aveo. Voilà, c'est très simple pour ça. Il y a 2 voitures qui ont déjà été gagnées. Il y en aura une autre ce soir qui sera gagnée. Vous savez que l'ami Vincent Moscato perd sans arrêt ses affaires et il a même perdu sa voiture là, quelque part en France. Il faut trouver où pour la gagner? Il faut trouver la ville française où elle se trouve et on vous donne des indices tout au long de la journée dans tous les shows de RMC. Voici donc l'indice, mesdames, messieurs de Carrément Brunet. Je vous informe donc que nous recherchons une voiture dans une ville et cette ville, Claude Nogaro lui a très souvent rendu hommage. On ne dit rien, Dimitri Casali. Si vous pensez avoir la bonne réponse, il est facile, vraiment cet indice. Eh bien, vous envoyez RMC suivi de votre réponse par SMS au 7 32 16. Par exemple, RMC Châteauroux, RMC Draguignan, RMC Alençon, RMC Compiègne. Voilà. Si vous hésitez encore, sachez que le prochain indice sera donné par Brigitte Lahaye dans La Haye, l'amour et vous, à partir de 14h. Voilà, le tirage au sort pour gagner la voiture. La Chevrolet sera effectuée vers 18h40 dans le Moscato Show sur RMC. C'est facile de dire l'école a ruiné l'enseignement de l'histoire. On est d'ailleurs 9 sur 10 à le penser là, à cette minute où je parle sur Carrément Brunet. Donc une majorité de ceux qui votent le pensent. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Vous avez des idées? Vous avez des perspectives? Vous qui êtes un ancien enseignant, un historien, on fait quoi? Bien sûr, dans l'histoire de France interdite, là chez la thèse que je publie, je propose tout un tas de propositions pour sortir de cette crise morale que traverse la France, le pays. Tout d'abord, bien sûr, revenir, je pense qu'il faut que l'histoire cesse d'être une source de lamentation pour devenir une source d'espérance. L'histoire de France est suffisamment riche pour faire un grand récit fédérateur. Mais on va pas transformer l'histoire pour qu'elle devienne belle. Et François Mali nous le disait tout à l'heure, les 60 dernières années sont pas très exaltantes. Il faut refuser ce manichéisme. L'histoire n'est ni noire ni blanche, elle est grise et c'est ça qui est complexe et c'est cette complexité qui est passionnante. C'est l'histoire qui permet de comprendre la complexité de l'âme humaine. Comment Napoléon, qui est un libérateur au début, peut devenir effectivement dans les dernières années un dictateur. Alors j'ai compris. Vous me dites dans l'histoire, il y a tous les éléments dans lesquels on peut puiser dans l'histoire de France pour intégrer quand on veut intégrer, pour donner de l'espoir à une nation quand on veut donner de l'espoir. Mais ça veut dire en creux de ce que vous me dites, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que aujourd'hui, rue de Grenelle, au ministère de l'Éducation nationale, il y a des gens qui ont choisi de nous raconter une histoire selon une orientation précise qui nous montre, nous Français, comme des gens odieux, tristes. Absolument. Hier, il n'y a pas un complot de la part de la rue de Grenelle quand même, du ministère de l'Éducation nationale. Un ami, inspecteur pédagogique, me confiait justement qu'un jeune bachelier qui venait d'être admissible à Sciences Po, on lui avait demandé comment résumer l'histoire de France en 2 mots, et ce jeune, très brillant, avait répondu:
colonialisme et collaboration. Comme si on pouvait résumer 2000 ans d'histoire, que le monde entier, nous avons une histoire exceptionnelle. Il faut voir, nous sommes le premier pays touristique au monde. J'étais dernièrement avec des journalistes chinois qui me disaient leur passion pour l'histoire de France. Et aujourd'hui, donc, il faut revenir, je vous dis, aux grands émigrés qui ont fait la France, un récit fédérateur, revenir aussi à l'histoire, ce qui faisait la substantifique moelle que m'ont appris Jean Tullard, c'est-à-dire que l'histoire est un roman vrai, comme un roman vrai, c'est-à-dire qu'il faut raconter des histoires à nouveau, alors que là, on a une histoire en miettes, il n'y a plus aucun récit, c'est absolument hallucinant, les manuels scolaires, c'est un découpage d'images, on se croirait dans Paris Match. Il y a des choses assez extraordinaires, moi j'ai vu, alors on traite plus vraiment de l'Empire, mais on traite le statut de la femme sous l'Empire. Voilà, donc du coup, on parle plus d'aucune bataille de Napoléon, on parle plus de l'Autriche-Hongrie, de la Prusse, des universitaires. Et enfin, il faut faire appel aux nouvelles technologies. On parlait des jeux vidéo comme les Britanniques sont équipés à 95% en TBI, un tableau blanc interactif, alors que nous en France, nous en sommes encore à 7%. Et enfin, faire appel je viens de publier un livre sur la peinture, l'histoire de France vue par les peintres chez Flammarion, qui fait un tabac. Allez-y, faites votre com, allez-y, tant que vous êtes avec Casali, il a le sens pratique. Et voilà, faire appel à tous les arts, les médias, et puis bien sûr ma méthode pédagogique Historock, qui est une méthode comment apprendre l'histoire aux enfants par le rock'n'roll. Merci à Dimitri Casali, qui a monté également un groupe de rock, guitare électrique et tout. Ils sont fringués en grognards de Bonaparte, c'est assez extraordinaire. Je les ai vus une fois, c'est fabuleux. Il s'appelle comment Historock, voilà. Et Napoléon, l'opéra rock. Mais on va faire aussi un opéra sur Léon Blum. Mais il a raison. Voilà. C'est comme ça qu'on se réapproprie l'histoire. 900 personnes au concert de Rueil-Malmaison. N'oubliez pas, sans l'histoire, j'étais un enfant perdu, moi, Camille. Merci en tout cas à vous, Dimitri Casali. Je rappelle que vous publiez Pourquoi ne sommes-nous plus fiers de notre histoire, l'histoire de France interdite chez Jean-Claude Lattès. Le résultat final. C'est un score nord-coréen, encore une fois. Eric, vous êtes 91% à être carrément d'accord avec Eric et à penser que l'école a ruiné l'enseignement de l'histoire. Merci Camille, merci Dimitri Casali, merci à tous ceux qui sont venus débattre, merci à Laurence Decoq qui a été une ardente défenseur des actuels programmes de l'éducation nationale. À demain, et comme disait Jacques Chirac, la grandeur d'un pays, c'est d'assumer toute son histoire, avec ses pages glorieuses, mais aussi avec sa part d'ombre. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet.